Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du pervers narcissique et d'une question précise: pourquoi est-ce que le pervers narcissique ne guérit pas? Donc je vous ai dit à plusieurs reprises qu'effectivement il n'était pas possible de guérir un pervers narcissique. Alors pourquoi? Sur quelle base est-ce que je vais dire ça? Alors, on sait tous que les pervers narcissiques sont les rois, on va dire, et ils sont vraiment des as pour mentir, pour jouer avec les sentiments, pour tricher, pour être tout le temps faux, archi faux. Et je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il deviendrait honnête, même dans le cadre d'une thérapie. Donc il faut savoir que le pervers narcissique de lui-même ne va jamais se présenter en thérapie, qu'il en a peur même. Il a peur qu'on le scrute, il a peur justement qu'on l'analyse et qu'on découvre qui il est. Donc c'est un petit peu comme les vampires dans les films, donc autrement dit, ils ont peur de la lumière, et ils ont peur, autrement dit, qu'on les découvre tels qu'ils sont. Alors pourquoi ont-ils peur de ça? Parce qu'ils savent bien qu'une fois que leur couverture tombe, forcément ils perdent leur pouvoir, et c'est justement ce qu'ils ne veulent pas. Et donc pourquoi est-ce qu'ils souhaitent conserver leur pouvoir? Justement parce qu'ils s'en réjouissent de ce pouvoir-là, ils en ont vraiment une jubilation, ils en retirent un certain plaisir, et en fait c'est le seul plaisir qu'ils ont dans cette vie. Du coup, ils n'ont pas non plus l'envie de se débarrasser de leur perversion narcissique, bien au contraire. Alors, ils font faire croire effectivement qu'effectivement ce sont des bonnes personnes, etc. Tout le jeu est là-dedans, le jeu donc de faire croire à sa victime que c'est une bonne personne, qu'il est plein d'amour alors qu'il ne l'est pas, qu'il est capable de compassion alors qu'il ne l'est pas, et évidemment il triche tout le temps, et forcément comme il ne sait pas ce que c'est que la compassion, l'empathie, à un moment donné on arrive à percevoir qu'il y a quelque chose qui est faux, même si eux ils préfèrent pour noyer sa victime de lui donner toute une série d'informations, de surstimuler tous ses sens d'informations et d'informations fausses, évidemment, pour ne pas qu'on le découvre tel qu'il est. Il va passer son temps à noyer sa victime dans une série de simulacres, et effectivement la victime reste prisonnière à cause de ces simulacres tant qu'elle y croit en fait. Donc elle reste prisonnière parce qu'elle est accrochée à ses rêves et qu'elle veut quelque part aider cette personne-là qui a l'air d'être tellement en souffrance. Donc la plupart des victimes sont d'ailleurs des gens très empathiques. Et donc c'est pour ça que je disais que le surdoué est vraiment la victime idéale, puisque c'est clairement l'opposé parfait du pervers narcissique. Le pervers narcissique sait très très bien décoder les autres, il sait très très bien analyser, donc quelque part on pense qu'ils sont intelligents, il y a une certaine intelligence, mais une intelligence qui est très froide, qui est au final inadaptable, donc c'est-à-dire qu'ils ne savent pas changer leur comportement pour l'adapter à une situation qui serait nouvelle pour eux. Ils détestent les nouvelles situations, au contraire, ils vont se maintenir le plus possible dans quelque chose qui est déjà connu, et ça aussi fait en sorte que au final ça ne favorise pas du tout leur évolution et donc leur éventuelle chance de guérison. Alors, donc le pervers narcissique peut se présenter en thérapie si par exemple, pour convaincre sa victime qu'il est de bonne foi, il peut utiliser ce stratagème justement de se présenter en thérapie. Malheureusement, on voit très clairement que c'est pas une personne qui veut évoluer, que c'est pas une personne qui est sincèrement dans la thérapie, qui n'est pas présente en fait. Hein. Donc, il continue de jouer, ça continue d'être un jeu, continue d'être malhonnête. Et pourquoi ne le serait-il pas au final, puisque c'est une personne qui l'a toujours été. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que tout d'un coup ça s'arrête, puisque cette personne trouve satisfaction dans cette manipulation-là. Et c'est justement ce que la victime n'arrive pas à comprendre. La victime n'estime pas être possible qu'il y ait des personnes qui soient vraiment méchants de nature et qui en plus se réjouissent de cette méchanceté, parce que c'est vraiment ça ce dont il se passe, c'est vraiment ça. Donc ma phrase était pourrie là, excusez-moi. Donc le pervers narcissique, lui, tout ce qu'il veut, c'est que le jeu continue. En fait, il ne veut pas devenir gentil. Il estime que la gentillesse est une faiblesse et il associe ça à une bêtise, en fait. Donc, il connaît très bien l'adage « trop bon, trop con ». Et effectivement, la victime, généralement, continue jusqu'à être trop conne, justement. Et malheureusement, le pervers narcissique, connaissant très bien cet adage, va l'utiliser largement, en se croyant d'ailleurs être supérieur à sa victime, et c'est de ça qu'il jouit, il va se rassurer constamment là-dedans.
Alors, est-ce qu'il souffre de cette situation-là? Eh bien, en fait, effectivement, il y a une certaine souffrance dans le fait qu'il ne connaît pas un véritable bonheur, mais il ne se rend pas compte que ce qu'il vit n'est pas vraiment un bonheur. Et comme il n'a que ça, il se complaît là-dedans. Et donc, non, quelque part, il n'en souffre pas, puisque pour lui, le problème ne vient pas de lui. Donc, il ne s'analyse pas, il ne s'identifie pas comme étant le problème, il n'identifie pas le problème en lui. Et donc pour déprimer, il faut en fait se dévaloriser, avoir l'impression que la faute vient de soi, se sentir honteux de ce qu'on a fait et des choses comme ça qu'il ne ressent pas. Donc il se prémunit de tout ça justement pour ne pas déprimer, il reporte sa haine sur sa victime et il reporte la faute sur la victime. Donc l'autre est toujours coupable, quel qu'il soit, et quand l'autre se défend trop et que du coup le pervers n'arrive plus à le rendre assez coupable, il va changer de victime à ce moment-là précisément. Alors, le problème, c'est que nous avons des personnes qui sont tellement compatissantes, tellement enthousiastes à l'idée d'aider l'autre, qu'ils vont continuer, continuer, continuer. Alors, est-ce que c'est un défaut chez ces personnes qui fait que ça continue? Pas du tout. En fait, c'est plutôt un excès d'amour. Un excès d'amour, donc la victime, au général, quand elle rencontre le pervers narcissique, elle est plutôt contente parce qu'elle peut s'extérioriser, elle peut donner cet amour qui était justement en surplus en elle et qui lui manquait en fait. Donc le fait de donner cet amour-là lui permet de vivre plus amplement. Et donc au départ, on peut dire que la relation avec le pervers va paraître être quelque chose de très bon pour elle. Et donc elle va associer ça à une sorte de prince charmant, d'autant plus que forcément le pervers va tout faire pour apparaître, être le prince charmant, donc la personne idéale que la personne attendait. Comme il sait très bien lire les envies de l'autre et qu'il les comprend très bien et qu'il adore les personnes qui sont blessés, frustrés, qui ont des envies et un excès d'amour comme ça, c'est justement ce qu'il recherche. Il va se mettre pile et poil dans la faille que vous avez là, même si l'excès d'amour n'est pas réellement une faille, puisque c'est une force de laquelle on peut faire quelque chose. Donc il faut comprendre que la victime, quand elle se libère de son pervers narcissique, elle doit apprendre à mettre cette énergie-là dans autre chose. Cet amour-là est un amour bon, un amour duquel elle ne doit pas se débarrasser. Et c'est bien souvent pour ça qu'elle n'arrive pas à se débarrasser du pervers narcissique, parce que les deux sont associés. Elle associe le fait de donner son amour, elle associe le fait de donner son amour à quelqu'un comme quelque chose de bon, et c'est exactement la réalité, puisqu'elle a ce besoin-là, c'est un réel besoin pour certaines personnes, tellement l'amour est intense. Et tellement aussi la dévalorisation de la personne a été constante et que sa revalorisation passe parfois justement par le fait de donner cet amour-là. Alors donc il faut que la personne victime comprenne que cet amour-là peut être donné aussi à soi-même et qu'au fond ça permet de comprendre que cet amour-là peut être donné à d'autres personnes, au monde entier et à beaucoup plus, et finalement se permettre de se détacher du pervers narcissique, puisque il ne faut pas se priver de cet amour-là, qui est impossible pour la victime, puisque la victime est très empathique et très empathique, elle a besoin de cet amour-là pour vivre, pour grandir sa vie et pour se sentir vivante et non déprimée. Tandis que justement le pervers va jouer avec ça en lui faisant croire que si la victime perd son pervers, elle perd aussi l'amour qui va avec, l'amour qui n'est en fait donné que de la part de la victime vers le pervers et non inversement, puisque le pervers n'a pas d'amour à donner, hein, lui. Mais par contre, quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que cet amour est reçu et que l'autre en fait quelque chose, au moins se valorise lui-même. Enfin, le pervers se valorise aussi, mais de façon malsaine, et pas par cet amour-là, par la perversion qui est en place, par la douleur que la victime va ressentir. Donc, c'est contraire à une relation normale où l'autre, en recevant de l'amour, se dit « Waouh, c'est que je suis quelqu'un d'important puisque je reçois cet amour ». Donc, il va remercier l'autre et généralement lui renvoyer cet amour, pas toujours dans les mêmes proportions. Ça, c'est pas vraiment grave, puisque l'amour gratuit, généralement, ne demande pas nécessairement à être reçu dans la même proportion, et c'est ça qui fait une relation d'amitié et d'amour normale. Et la victime sait très bien comment fonctionne l'amour et en a beaucoup trop. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle est davantage trop empathique et qu'au fond elle doit apprendre à être plus sévère, à ne pas laisser rentrer n'importe qui dans son champ d'action, dans son intériorité, et à arrêter cet amour-là pour certaines personnes, de ne l'attribuer qu'à certaines personnes qui
qui en valent vraiment la peine. Parce que le pervers narcissique n'en vaut vraiment pas la peine, c'est comme jeter quelque chose dans un puits sans fond, ça ne sert strictement à rien, et cet amour-là est nul et non avenu, on va dire, puisque de toute façon le pervers ne le mérite franchement pas, cet amour-là. Puisque de toute façon, lui ne cherche que le mal de sa victime, que le mal-être de sa victime, et va le renforcer davantage, va noyer les pistes le plus possible, en faisant croire parfois aussi que le mal-être ne vient pas de lui et de la relation avec le pervers, mais vient de l'extérieur, d'autres amis, etc., de façon à couper les ponts le plus possible, pour que la personne soit le plus possible isolée, et le plus possible sous emprise, du coup. Donc la victime, elle, à un moment donné, elle va devoir se rebeller. Se rebeller, ça veut dire parfois, éventuellement, considérer qu'elle va être méchante avec le pervers. Et c'est cette méchanceté-là que la victime va avoir du mal à digérer après coup d'ailleurs, hein. Que ce soit parce qu'elle est encore en relation avec le pervers et que le pervers va lui reprocher, donc elle se culpabilisera d'avoir été méchante à ce moment-là, mais en fait elle n'a fait que de se défendre et pas d'attaquer comme lui fait croire le pervers. Le pervers lui essaye de lui faire croire qu'elle devient elle-même manipulatrice. Ce qui n'est pas en fait le cas, c'est juste une défense, mais la victime qui elle était amour au départ, voulait donner de l'amour au départ, se sent frustrée justement parce qu'elle n'a pas accompli sa tâche, en tout cas la tâche qu'elle s'était fixée au départ, de donner de l'amour, parce que c'est comme ça, c'est généralement grâce à ça qu'on établit un couple et parce qu'on a cet objectif de donner à l'autre et qu'il y a cet amour qui est là. Et la victime se dit mince, j'ai été méchante, et se culpabilise de ça. Va vraiment avoir du mal, même si la relation est rompue et qu'elle a vraiment réussi à faire partir le pervers narcissique, elle va avoir du mal à digérer cette situation où elle a été méchante, où elle se sent en fait minable. Et c'est quelque part ce que le pervers recherche aussi, parce qu'il jouit aussi de cette situation-là, il jouit du fait d'avoir encore fait mal à cette victime en lui laissant cette douleur-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, le pervers narcissique ne vous rendra jamais votre amour et qu'il ne guérira jamais. Alors pourquoi surtout la grosse raison pour laquelle le pervers narcissique ne guérira jamais, c'est parce qu'il ne veut pas. Il va essayer de vous faire croire que peut-être il veut ou qu'il est de bonne intention, tout ça, mais en fait non, il ne veut pas. Il considère que les personnes qui sont pleines d'amour et tout ça sont des personnes faibles qu'on peut utiliser. Et c'est justement ce qu'il ne veut pas être. Donc du coup, il ne saurait pas être plein d'amour. Il ne veut pas faire entrer l'amour en lui parce que il considère que avoir de la force dans la vie et que les seules capacités de jouissance qu'il a, c'est de faire mal à l'autre. C'est le centre de sa vie, c'est le but de sa vie et il a tout construit autour de ça. Et donc inévitablement, il ne peut pas se remettre en question puisque la faute vient de l'autre. Inévitablement, il ne peut pas évoluer puisqu'il est incapable lui-même de changer de comportement. C'est quelqu'un qui est vraiment statique et qui n'est pas du tout intelligent, puisque l'intelligence, c'est plutôt de savoir évoluer en fonction d'une situation nouvelle, de trouver des nouvelles solutions à des problèmes, de trouver des nouvelles idées, des idées inattendues. Ça, c'est vraiment l'intelligence. D'ailleurs, quand on parle de surdouance, on va clairement dire que c'est quelqu'un qui va inventer des choses. Ce sont des créateurs. C'est vraiment le côté créatif qui fait que l'intelligence n'est pas une intelligence froide qui au fond ne sert que dans une situation qui va être excessivement très très fonctionnelle, mais que dans une situation précise. Donc on va rester vraiment dans un petit cadre comme ça, alors que nous avons souvent la victime qui elle a un cadre beaucoup plus large et va pouvoir sortir de ce cadre au moment opportun pour inventer des nouvelles solutions, et c'est comme ça qu'elle va au final se libérer. Après, elle va devoir effectivement travailler sur son émotion qui lui reste, sur cette culpabilité qui lui reste, qui a été forcément attisée et entretenue par le pervers. Et à un moment donné, elle va devoir faire vraiment un deuil de l'amour qu'elle n'a pas pu donner, puisqu'elle va se rendre compte qu'il y a des personnes pour lesquelles on ne peut rien, on ne peut pas les aider, on ne peut pas évoluer. Alors c'est une souffrance énorme, et c'est une souffrance énorme pour tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, les psys, les kinés, enfin vraiment tous les thérapeutes dans tous les domaines, détestent ne pas pouvoir aider une personne, mais souvent ils doivent bien se rendre à l'évidence que c'est pas possible pour tout le monde. Et effectivement, nous en tant que psy, on est tous frustrés de voir qu'un PN, on ne peut pas le guérir, on ne peut pas l'aider, mais on peut aider par contre la victime qui pense peut-être être PN et qui souvent ne l'est pas. C'est justement parce que le pervers lui a fait croire que c'était
la victime qui le manipulait, qu'à un moment donné, la victime, elle va être troublée au point de ne plus savoir si elle a été victime ou si elle a été au fond investigatrice vraiment du problème relationnel, de la manipulation, etc. Et vous avez certaines victimes qui vont jusqu'à penser qu'elles étaient volontaires pour souffrir, parce qu'on dit toujours, enfin il y a toujours des courants de pensée et avec lesquels je ne suis pas d'accord, qui disent toujours que les victimes ont éventuellement attiré le pervers et la manipulation sur elles et l'ont entretenu. Alors elles ne l'ont pas entretenu du tout consciemment, alors que le pervers souvent est au moins en partie conscient de ce qu'il fait, et à certains moments il va le dire très clairement. Donc ça veut dire que dans des moments de colère, des accès de colère, la vérité va ressortir puisqu'ils perdent leurs moyens, et à ce moment-là vous avez des phrases telles que mais je m'en fous des autres, donc c'est jamais dit calmement, c'est mais je m'en fous des autres, il n'y a que moi qui compte ici, ou donc la vérité va sortir tout d'un coup comme ça, ou je déteste, je te déteste, ou enfin vraiment des choses très très parlantes, où vous verrez la colère et vraiment la nature profonde du pervers narcissique qui souvent se contrôle tout le temps, tout le temps, tout le temps, et un certain stress, une certaine angoisse, une certaine tension intérieure, du fait de ce contrôle excessif en permanent, et il ne connaît pas la légèreté de la relation de réels amoureux. Il ne la connaîtra jamais tant qu'il ne se remet pas en question et tant qu'il ne guérit pas. Et c'est pourquoi un pervers, on ne le guérit pas. Quand il veut guérir, c'est que ce n'est pas un pervers narcissique, tout simplement. Les personnes qui se remettent en question en disant « j'ai pas toujours été gentil », ok, peut-être que vous avez des torts effectivement, mais vous n'êtes pas un pervers narcissique si vous remettez les choses en question. Si vous savez vous épanouir et vous émerveiller devant les choses, vous n'êtes pas un pervers narcissique. Au contraire, les victimes pensent parfois être les pervers narcissiques. Donc voilà. Donc je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de nouveaux éléments sur la relation avec un pervers narcissique, et qu'elle vous aura surtout permis de mieux vous défendre et de mieux vous en dégager, et surtout de comprendre que le sentiment que vous avez d'avoir perdu l'amour après avoir eu une relation avec un pervers narcissique est tout à fait normal, et n'est surtout pas amalgamé avec une réelle relation d'amour, puisque la relation d'amour ne venait que de vous, mais vous pouvez remettre ça au vrai sens de sa valeur, c'est-à-dire vous dire ok, j'ai cette capacité immense d'amour qui est au fond quasi inépuisable, puisque évidemment ça a duré un moment quand même, généralement cette relation, et donc ça ne montre que votre désir d'amour est intense, et ça montre aussi votre force finalement dans la vie de pouvoir apporter aux autres quelque chose, mais malheureusement jamais un pervers narcissique. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien. Pour l'instant mon compagnon va un petit peu mieux, donc je suis très contente déjà de cette évolution. On espère que ça va aller mieux. De toute façon on vous tient au courant, et je vous remercie très très fort pour tous vos messages, et je vous remercie de me suivre toujours et d'être toujours là. Je vous embrasse très très fort, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.